Donc bonjour, je suis Nadia Bakour et je suis responsable du pôle socio-professionnel à l'association Adjesti. Bonjour, je suis Angélique Péquiot et je fais partie du GEMS Loisirs Le Mans. Alors c'est vrai que tout au long de cette journée, on a eu des témoignages sur la démarche qui amène à une démarche de pair et danse. Et c'est vrai que si tout usager a dans son parcours des expériences et des savoirs dans le collectif, ce n'est pas toujours forcément utilisable dans une démarche de médiation. L'usager ne devient pas immédiatement pair aidant, médiateur. Et pour permettre à ce que le savoir et l'expérience de chacun soient utiles aux autres, il y a un temps essentiel, ce temps qui peut être thérapeutique, éducatif, social, et aussi le temps de la participation des usagers. Notre intervention est intitulée La dynamique de la participation des usagers. Dynamique, effectivement, dans le sens d'un processus en marche. Et oui, c'est très à la mode, d'actualité. Et un processus qui va permettre à une personne d'avancer dans la construction de son projet, dans la résolution de ses difficultés, et qui peut aussi lui donner donc envie de s'inscrire dans un cheminement de pair et danse. Alors, nous, dans notre intervention, on souhaite d'abord, dans un premier temps, définir ce qu'est pour nous la participation des usagers. Dans un deuxième temps, montrer que cette participation peut être un outil de développement et d'inclusion sociale. Et puis, dans un troisième temps, l'idée des démarches et de l'accessibilité à la participation, parce que pour que ça puisse fonctionner, il faut aussi la rendre accessible. Alors, avant de définir la participation, je pense qu'il faut d'abord rappeler le contexte réglementaire, puisqu'aujourd'hui, depuis déjà plus d'une dizaine d'années, 2002, la participation des usagers est vraiment au cœur des politiques publiques, des politiques sociales. Et elle fait partie donc des dispositifs d'accueil et d'accompagnement et de prise en charge. Donc l'usager se trouve ainsi au centre du dispositif et participe à l'élaboration de la mise en œuvre de son projet de vie. Alors, cette préoccupation, elle n'est pas récente, puisque déjà en 1975, il y avait effectivement deux lois qui au niveau pour le handicap, et dans l'une des lois qui était relative aux institutions sociales et médico-sociales, on abordait déjà cette idée de participation des personnes. On parlait d'ailleurs dans les établissements de conseils d'établissement qui, aujourd'hui, on parle de conseils de vie sociale. Alors, sans non plus envahir de choses réglementaires, je pense qu'effectivement, c'est important de pouvoir donner ce contexte-là, parce que ça a des impacts également dans nos institutions. Alors, la loi 2002 donc a créé effectivement une section. Alors, la loi du 2 janvier 2002, je précise, et pas celle de mars. Donc voilà, ça c'est voilà. Donc c'est important d'apporter cette distinction, puisque la loi du 2 janvier 2002 régit surtout le champ du médico-social et notamment le champ du handicap. Alors, au niveau comment dire, cette loi donc, du 2 janvier crée une section spécifique sur le droit des usagers et de leur statut. Il y a des principes qui sont déclinés, qui sont le respect de la dignité, de la vie privée, de l'intégrité, l'intimité, de la sécurité de la personne, le libre choix des prestations, l'assurance d'un accompagnement de qualité, la confidentialité des informations qui concernent effectivement la personne, l'assurance d'un accompagnement de qualité, et je l'ai déjà dit, et l'accès de toutes les personnes à toutes les informations relatives au dossier, et une information sur les droits fondamentaux et les voies de recours à la disposition de la personne. Donc du coup, dans cette démarche-là, l'usager passe d'une place de bénéficiaire d'une offre de service
a une place d'acteur bénéficiaire dont l'avis doit être pris en compte dans le cadre de ce service. Des outils sont ainsi préconisés, la charte des droits et libertés, le livret d'accueil, le contrat de séjour, les instances de participation, donc le conseil de vie sociale, on parlait tout à l'heure que ça avait remplacé le conseil d'établissement, les enquêtes de satisfaction, les groupes d'expression, le règlement de fonctionnement, le projet d'établissement ou de service et le recours possible à des personnes qualifiées. Et donc dans la loi 2002, du 2 janvier 2002, la loi incite à la participation des usagers dans les démarches d'évaluation interne, externe, des établissements. Donc, un cadre réglementaire avec cette loi 2002. Il y a la loi 2502 qui est intitulée donc, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, donc qui renforce la notion de participation, qui est inscrite dans l'intitulé même de la loi. 4 principes: la simplification des démarches, avec la création du guichet unique et la MDPH, la compensation personnalisée, la garantie du libre choix de projet de vie, à domicile comme en établissement, et la participation à la vie sociale, en rendant effectif l'accès à l'école, à l'emploi, au cadre bâti, au transport, à la culture, aux loisirs. Alors, dans nos institutions, donc, je dis rapidement, donc je travaille dans une association qui s'appelle Adjesti, elle est située à la Chapelle-Saint-Aubin, donc en Sarthe, à côté du Mans. Donc c'est une association qui existe depuis 1981 et qui est effectivement spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation de fragilité et de handicap psychique. Donc, donc l'association gère effectivement des établissements et services et puis des accompagnements d'insertion socio-professionnelle. Et également des accompagnements par rapport au logement, etc. Alors, quel impact cela a dans nos établissements et dans nos institutions? C'est que ça peut être effectivement perçu, c'est vécu comme ça à l'Adjesti, mais comme d'autres institutions, établissements du médico-social, c'est que l'application de la législation passe effectivement par une mise en conformité de plus en plus stricte. Alors, bien sûr que dans les équipes, il y a une adhésion au principe d'émancipation des personnes accompagnées. Mais cette démarche a été vécue dans un premier temps comme contraignante, car elle nécessitait entre autres un certain formalisme qui n'était pas forcément une pratique prioritaire et qui était chronophage. Donc, les questions posées, c'est: va-t-on avoir le temps d'accompagner au mieux les personnes? Ce temps de formalisation ne risque-t-il pas d'empiéter sur le temps de l'accompagnement? De plus, des outils existaient, on n'a pas attendu la loi du 2 janvier, des outils existaient, pourquoi en mettre d'autres? Donc, par contre, dans notre institution, mais comme dans d'autres, il y a, même si c'est dans cette démarche, enfin de ressenti de contrainte, il y a effectivement des convictions et des valeurs fortes, puisque la démarche au niveau des accompagnements, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que la personne qu'on accompagne, on ne voit pas la personne qu'on accompagne uniquement avec ses difficultés, mais on s'appuie aussi sur ses ressources pour pouvoir aussi l'accompagner et cheminer avec elle. Donc là, un nécessaire cheminement pour développer une participation inclusive et reconnaissante des capacités individuelles et collectives. Donc on voit bien que là, la participation, c'est loin d'être une évidence. Et donc là, on va essayer de la définir. Si on prend le dictionnaire, participation vient du mot latin participatio, qui est donc découpé par pars et capere, donc pars, par, capere, prendre. Donc participer, la participation serait l'action de prendre une part. Alors, ça nous paraît quand même un petit peu réducteur,
puisque il y a quand même plusieurs, comment dire, puisque ça recouvre quand même des expériences, des réalités différentes, et que cette démarche-là de prendre part nous semblait quand même limitée. Et donc, on s'est appuyé sur une définition qui a été apportée par une philosophe, Joëlle Zask, et qui met en avant la participation comme une combinaison finalement de 3 dimensions. Alors effectivement, la dimension de prendre part, qui signifie effectivement s'allier, s'unir, rejoindre, et là, ça sous-tend une notion d'appartenance à un groupe. Et puis, du coup, cette démarche-là permet aussi d'instaurer des relations de parité. Donc, ces relations, elles ne sont pas fondées sur des rapports déséquilibrés et asymétriques, mais sur des rapports de confiance et de partage. Deuxième dimension apportée par cette philosophe, cette combinaison, donc on a prendre part dans un... voilà. La deuxième, c'est apporter sa part. Donc, du coup, cette démarche-là consiste à contribuer, à s'engager vis-à-vis du groupe. Et là, il s'agit d'être un acteur qui est responsable, qui prend ses responsabilités, un partenaire qui coopère, qui s'implique, et qui soit force de proposition et prêt à saisir les opportunités. Donc là, dans apporter sa part, dans cette démarche-là, ça implique bien une notion de changement, puisque, comme on dit, quand on apporte sa pierre à l'édifice, c'est bien quelque chose qui se construit. Et puis, troisième dimension, c'est avoir une part. Donc, et là, c'est aussi intéressant, puisque avoir une part, ça suppose que, en participant, on bénéficie, on tire profit de l'action. Et donc là, effectivement, il s'agit d'être valorisé et d'être reconnu au regard des autres. Donc finalement, notre démarche tend à aller vers cette recherche de participation, mais en combinant ces 3 dimensions. Le prendre part, apporter sa part et avoir une part. Alors du coup, le pari, c'est de faire comment on va s'organiser pour autoriser et faire émerger cette participation, et finalement, comment on va passer de la logique d'injonction à une logique de conviction. Et dans cette démarche-là, c'est aussi ce qui peut nous aider, c'est c'est de s'ouvrir aux opportunités, c'est-à-dire de faire de la contrainte une opportunité. Donc, effectivement, une opportunité dans le sens où, là, effectivement, la participation comme outil de développement et d'inclusion sociale. Et donc, ce qu'on peut nous dire à travers notre expérience, c'est que jusqu'à à peu près 2 ans, nous, dans notre démarche, dans nos pratiques, on distinguait 3 types de participation. La première, c'est la relation, c'est la participation des personnes à leur propre accompagnement. Et là, on est dans la dimension de la relation entre la personne, l'usager, et la personne qui l'accompagne. Le second type de participation, c'est effectivement, donc du coup, ce qu'on appelle effectivement la participation des usagers. Donc là, ça concerne les personnes dans leur relation aux établissements. Et la troisième participation, finalement, le troisième type de participation, c'est celle de la participation des citoyens. Et là, elle concerne les personnes dans leur relation avec la société, ou du moins un élément de la société. Alors, pour illustrer finalement, nous, dans nos pratiques et nos quotidiens professionnels, ces 3 types de participation. Le premier, la participation donc, des personnes à leur propre accompagnement. Nous, on a développé effectivement, du coup, à l'ESAT, là aussi, on part d'une injonction. Toute personne accompagnée doit avoir un projet d'accompagnement individualisé ou personnalisé, etc. Donc, c'est comment utiliser cet outil pour pouvoir effectivement faire émerger la participation des personnes. Donc là, je vais prendre l'exemple effectivement de l'outil du projet d'accompagnement individualisé qu'on utilise au sein notamment de l'ESAT, l'établissement et services d'aide par le travail,
hein. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelait les CAT avant 2005. Hein. Donc, effectivement, au niveau de l'ESAT, on a mis en place cet outil-là avec des réunions qui réunit la personne et les membres de l'équipe pluriprofessionnelle. Hein. Donc, on a le moniteur d'atelier référent, chargé des activités de soutien, psychologue et moi-même. Et là, on est dans une démarche, dès le départ, de co-construction. C'est-à-dire qu'on ne va pas se réunir avant pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place avec la personne, etc. C'est-à-dire qu'on arrive, la personne est présente, et avec elle, ben voilà, on essaie de pouvoir partir, d'essayer de permettre à la personne d'exprimer ses attentes, ses besoins, ses souhaits, ses difficultés. Et on essaie effectivement de l'amener du coup à se projeter dans, dans un avenir professionnel, mais ça peut être aussi en lien avec un projet de vie. Et là, on part aussi du principe que finalement, aucune attente n'est censurée car supposée irréaliste. Hein, le travail d'élaboration lors des rencontres doit permettre d'aménager des compromis et des étapes nécessaires afin de se rapprocher de l'étape initiale. Et puis ensuite, tout au long du processus, donc réunion de co-construction, met des étapes en place avec la personne, c'est elle qui évalue combien de temps, etc., quels moyens, on fait ça avec elle. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là avec cet outil-là, ça permet aussi de re-questionner nos pratiques et de les réajuster au fil de l'accompagnement. Hein, c'est-à-dire qu'un objectif peut être établi avec la personne, et puis au fil du cheminement, ben voilà, il y a des choses qui vont être amenées à réajuster, où il va falloir changer d'objectif parce que la personne, à un moment donné, dans son cheminement, voilà, souhaite le faire. Donc, du coup, voilà, pour nous, ça, au niveau des équipes, mais surtout aussi des personnes accompagnées. C'est vraiment un outil que les personnes se sont vraiment appropriées. Et très souvent, quand on discute avec elles disent « Ah bah tiens, ça dans mon PAI, le projet d'accompagnement individuel, j'aimerais qu'on puisse reparler de ça, etc. » Voilà. Donc ça, c'est un premier outil qu'on peut utiliser effectivement avec les personnes dans le cadre de la participation au niveau de la participation des personnes à leur propre accompagnement. Ensuite, il y a le CVS. Hein, donc pour illustrer le deuxième type de participation, où effectivement le CVS, ce qu'on pouvait entendre, c'est là, les personnes font remonter toujours les mêmes questions qui sont liées à la restauration, le réfectoire, des questions qui font en lien avec leur quotidien. Mais effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir amener les personnes aussi à s'ouvrir finalement sur la vie institutionnelle. Donc, l'enquête de satisfaction, qui parle voilà, aux acteurs en tout cas des établissements, voilà, qui est aussi un moyen de pouvoir faire participer, en tout cas d'exprimer. Et donc, on a travaillé sur le questionnaire de satisfaction avec le CVS. Et puis, la question s'est posée sur la passation du questionnaire. Et donc, on a décidé que c'était les membres du CVS qui passent ce questionnaire, même si c'est un questionnaire anonymé. Il nous semblait important que les personnes du CVS puissent transmettre et partager ce questionnaire, parce qu'on pense qu'effectivement, du coup, la personne accompagnée est aussi plus libre dans l'expression, hein, même si c'est anonymé, mais le fait que ce ne soit pas un professionnel qui fasse passer cette démarche nous semblait quand même essentiel. Troisième type de participation, la participation citoyenne. Alors, nous, effectivement, dans notre démarche-là, on a effectivement construit, alors là, avec les partenaires,
Et là, ça a été une démarche qui a bousculé aussi des frontières, puisqu'on dit qu'effectivement, le social, médico-social et sanitaire, on reste quand même assez cloisonnés chacun dans nos champs respectifs. On a saisi l'opportunité d'une réponse à un appel à projet avec la Fondation de France pour réfléchir sur la déstigmatisation sur les maladies psychiques et du handicap psychique. Et on s'est réunis avec des acteurs du soin, du social, personnes de la mission locale, cohésion sociale, bénévoles de l'UNAFAM, donc professionnels du médico-social, et puis des usagers qui étaient présents et qui ont participé dès le démarrage à cette action, à cette réponse à l'appel à projet, c'est-à-dire qu'on est parti, on n'avait rien, et puis on a vraiment co-construit ensemble. On a mis effectivement plusieurs mois, 6-7 mois, pour construire la réponse. Ce qui est important, c'est qu'on est arrivé dans cette démarche-là, donc à construire un projet qui s'appelle Un regard et des mots, à créer des outils permettant d'aller dans les écoles, les collèges, auprès des professionnels. Et quand on intervient dans cette action, on est le groupe Un regard et des mots. Et dans ce groupe, il peut y avoir un professionnel du sanitaire, un professionnel du médico-social, un usager, mais peu importe. Quand on se présente, on est le groupe. Et on ne se présente pas avec nos casquettes finalement professionnelles. Voilà. Donc ça, c'était... je vais assez vite, du coup. Et puis... Laisse-moi du temps. Oui. Et puis, ce qui a émergé là, effectivement, depuis 2 ans, c'est une autre forme un autre type de participation, qui est finalement la participation représentative des usagers, et avec le projet d'un collectif. Donc, usagers. Et là, je vais enfin laisser la parole à Angélique. Voilà. Merci. Donc voilà, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le projet Plénitude, collectif des usagers 72. Le collectif souhaite parler au nom des usagers en situation de handicap psychique, en particulier dans les instances où ils ne sont pas représentés. Il est important pour ce collectif puisse travailler avec les GEM et les structures qui accueillent des personnes en situation de handicap psychique. Il est aussi important que le collectif ait sa propre identité, qui se distingue de l'existant GEM, Adjesti, Foyer de l'Élan. Nous avons choisi un collectif plutôt qu'une association pour des facilités de mise en place, comme par exemple constituer un bureau. Plénitude veut dire totalité, intégralité et plein épanouissement. Lors des échanges, il nous semblait important que le nom du collectif devait faire le lien avec les idées de soutien, passerelle, sourire, accès à tous les environnements, ouverture aux autres. La solidarité, l'entraide, le faire ensemble, le respect, l'écoute, la défense sont des valeurs que nous voulons apporter. Nous sommes très investis dans ce projet qui demande beaucoup de travail. Nous ne nous lançons pas comme ça sur un coup de tête, c'est un projet mûrement réfléchi. Nous nous retrouvons régulièrement avec les adhérents du GEM, le Bon Accueil, La Flèche et Sablé, et les résidents du Foyer de l'Élan, pour discuter des nouvelles choses à faire et sur ce que nous avons déjà fait. Nos objectifs restent à affiner, mais ils consisteraient en grande partie à représenter, apprendre pour renseigner au mieux et conseiller, avoir des réponses en tant qu'usagers de la santé mentale, culture, emploi et santé. Nous souhaitons porter la parole des usagers en souffrance psychique, les informer sur leurs droits et les aider dans leur démarche. Pour tout cela, nous travaillons encore pour être les plus performants possibles. Sachant que nous serons aidés par des associations et que toute l'aide que nous pourrons trouver sera la bienvenue. Nous souhaitons démystifier le handicap psychique qui reste encore un mystère. Nous avons déjà créé un logo et l'adresse mail qui est plénitude.sart@gmail.com. Nous aurons une permanence téléphonique, des porte-paroles pour nous représenter lors des réunions et signer les papiers importants du collectif. Sachant que nous sommes nous-mêmes des usagers en souffrance, nous nous posons des questions pour savoir, par exemple, si nous saurons répondre au mieux aux besoins des autres. Il faut en effet que nous avancions sur ces questions. C'est pour cela que nous avons besoin de temps pour créer ce collectif.
Nous espérons que celui-ci sera finalisé en décembre 2017. Il y a encore beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de volontaires investis. Notre ambition est de devenir partenaire. Merci. Non, non, je n'ai pas fini. Là, pardon. Oui. Oui. Je suis de la Sarthe et j'ai une personne handicapée dans ma famille. Vous parlez du questionnaire de satisfaction. Oui. Je vous signale qu'on vous a envoyé un courrier il y a 1 an ou il y a 6 mois, on n'a toujours pas de réponse. Voilà. Alors je vous signale que par ailleurs, nous faisons du job coaching pour notre parent qui pose problème et on arrive à trouver. On n'a pas besoin de vos services. Vous êtes à peu près comme Pôle emploi. Vous êtes surbooké, j'imagine, parce que pour Pôle emploi, c'est la même chose, c'est sur rendez-vous. Alors, mais pour moi, vous comprenez, pour le job coaching, je m'adresse au Bon Coin. Et vous savez, on a des réponses rapidement. Alors, quand je parle d'enquête de satisfaction, je vais repréciser, c'est dans le cadre de l'établissement où nous accompagnons les personnes, puisque les personnes qui sont accompagnées à l'ESAT, effectivement, voilà, c'est dans ce cadre-là. C'est pas dans quelque chose d'extérieur. Alors, je sais pas du coup quel est le service que vous allez. Non, je ne vous incrimine pas vous personnellement, mais je vous demanderai de faire remonter ça au niveau de l'AGESTI, parce que je suis fort mécontent, on n'a aucune réponse. Oui, mais après, oui, il faut qu'on en discute, de voir un petit peu quel est le service du coup que vous avez sollicité. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport au fonctionnement de nos établissements, il y a effectivement beaucoup de sollicitations, on a des listes d'attente, il faut que les gens nous soient adressés. Ça, c'est effectivement la difficulté par rapport au médico-social, c'est-à-dire que... Mais il faut vous envoyer une lettre commandée Absolument pas. C'est-à-dire que pour les AT, il faut que les personnes nous soient orientées, il y ait une notification et nous soient orientés en tout cas par la MDPH. Pour les autres services, il y a des autres services, c'est comme ça. Au niveau, vous parliez du job coaching, nous au niveau de l'accompagnement pour l'emploi, on fait des prestations ponctuelles. Oui, enfin, je me remue pour ça, par exemple. Non, mais attendez, juste pour vous répondre, c'est qu'on fait des prestations ponctuelles spécifiques. Pour cela, il faut que les personnes nous soient adressées, soit par Pôle emploi, Cap emploi, etc. C'est-à-dire que ce qui rend complexe les choses, et ce que je comprends, que du coup c'est difficile, en tout cas pour les personnes, les aidants, etc. Mais c'est vrai que il y a des chemins. Et du coup, on est, nous, malheureusement, prisonniers un petit peu de ça. Mais je suis prête à en discuter après avec vous, de voir quel service plus particulièrement vous avez sollicité. Au On vous laisse terminer, donc, oui, Nadia. Du coup. Alors, moi, ce que je voudrais dire, du coup, au niveau de la participation des usagers, c'est que finalement, l'institution, elle peut être un lieu d'apprentissage de la participation, et qui peut déboucher sur une participation citoyenne. C'est-à-dire que le travail qu'on va effectivement faire émerger en interne, l'objectif, c'est que les personnes puissent se saisir aussi de cette démarche pour pouvoir aller vers l'externe. Du coup, ce qui nous semble, pour pouvoir aussi avoir accès à cette participation, il faut que les différents acteurs puissent rendre accessible cette participation. Donc, cette participation, il faut qu'elle soit effectivement préparée, c'est-à-dire qu'on puisse expliciter en amont les finalités, les objectifs de la démarche, pourquoi finalement faire participer, sur quoi, avec qui, d'où ça vient. Ça, c'est important de pouvoir clarifier tout ça. Prendre le temps d'informer les personnes sur les questions et leur permettre d'acquérir des connaissances et des compétences afin de pouvoir donner des avis éclairés. Donc c'est vrai qu'il y a une nécessaire traduction des savoirs en vue que les personnes puissent trouver leur place
et partager leur savoir et expérience. Favoriser la mobilisation la plus large, parce que le risque, c'est de faire aussi porter la participation à qu'une poignée de personnes. Et ce qui est important, c'est aussi de permettre des relais. Hein. Donc, préparer effectivement la participation, de pouvoir l'accueillir dans les environnements extérieurs, c'est-à-dire que les environnements soient aussi facilitateurs, donc communiquer sur les politiques et les dispositifs de manière adaptée, en traduisant les sigles et les jargons. Bien préciser aussi les étapes des différents travaux lors des réunions, parce que parfois, quand les personnes arrivent, il y a des travaux qui sont déjà engagés et prendre le train en marche, c'est parfois difficile pour elles. Donc, réunir les conditions, effectivement, qui permettent de libérer la parole, créer un climat de convivialité, des binômes, notamment, puisque quand on parle de représentants d'usagers, souvent, il n'y a qu'un usager qui est nommé. Et donc, le fait que les personnes puissent aller à ce type de réunion à 1 ou 2 personnes ou 3, ça permet aussi de se sentir aussi moins seul, entre guillemets, dans cette réunion avec les partenaires. Et donc, diversifier les techniques d'animation. Et puis, bien évidemment, la soutenir tout au long, soutenir la participation avec, effectivement, en développant une démarche progressive et par étapes. Le temps, ça a été évoqué à plusieurs fois dans la journée, mais qui est un facteur important et que ce n'est pas un obstacle, en fait. Accepter que la démarche puisse être évolutive au regard des constats relevés et des demandes des personnes. Accompagner les personnes à porter une parole collective, être à l'écoute des difficultés rencontrées tout au long, parce que quand les personnes se déplacent, assistent à des réunions, il y a parfois des questions qu'elles se posent, des ressentis. C'est vrai qu'il y a des professionnels parfois qui, la parole de l'usager, elle est parfois difficile à entendre. On a expérimenté, où effectivement, une personne s'est fait rembarrer, entre guillemets, par un professionnel. Donc c'est après de pouvoir aussi reprendre, soutenir. Et puis, je pense que ce qui est effectivement impératif, en tout cas pour nous important, c'est de mettre en œuvre vraiment une éthique de la participation qui est portée par les institutions, les professionnels, en inscrivant finalement la promotion de la participation comme une mission. Et donc la participation, elle n'est pas qu'une affaire d'usagers, c'est bien sûr une affaire des accompagnants, des établissements, mais aussi tous les acteurs qui, de par leur fonction, vont avoir aussi un rôle primordial. Donc la participation des usagers demande en corollaire une véritable participation aux usagers. Merci. Avant que nous ne concluions, est-ce qu'il y a quelques questions? Restez là, c'est là. Est-ce qu'il y a quelques questions sur à la fois cette espèce de panorama un peu historique et un peu philosophique? Vous avez montré comment ça s'inscrivait dans cette espèce de longue marche sur le bon chemin dont on parlait tout à l'heure, et avec encore effectivement la question de c'est encore loin l'Amérique. Oui. Qui veut intervenir? Bonjour, donc j'aurais voulu avoir un peu plus de précision sur l'association Plénitude, parce qu'en fait, elle était assez rapide et j'ai pas tout saisi. Voilà, donc si vous pouviez juste, je sais pas, nous dire un petit peu. Pour l'instant, de ce que j'ai compris, c'est que vous avez fait quelques réunions, c'est ça pour. Voilà, c'est pas une association, par contre, c'est un collectif, on y tient parce qu'on n'a pas de bureau. Ce sont des porte-paroles, donc on n'a pas encore désigné. On est en train de travailler dessus. On a besoin, comme je vous disais, de temps encore. On est en train de se mettre en place petit à petit. On a fait le logo, on a fait l'adresse mail. Et puis là, on est en train de voir, on espère de toute façon qu'il sera finalisé en 2017, décembre. Et donc le but du collectif, ce serait au final Ce serait en fait de répondre au mieux aux usagers par rapport à des questions qu'on se pose tous, nous, en tant qu'usagers malades
on dit pas maladie, mais, en situation de handicap psychique. Savoir, des fois on ne sait pas trop où aller, on est un petit peu perdu, et ben on téléphonerait ou alors on se déplacerait et à ce moment-là on pourrait répondre à ces gens qui auraient besoin de réponse. D'autres questions? Non. Je vais proposer à Pierre Giraud de me rejoindre donc, pour dire quelques mots de conclusion de cette journée. Merci mesdames.